Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors le mois de mai approche à grands pas et on va bientôt pouvoir commencer à planter les premiers légumes d'été, donc ceux qui craignent les gelées. Alors chez moi c'est encore un petit peu tôt, ça sera pas avant la mi-mai, mais par contre j'ai décidé de débâcher cette parcelle. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous vous souvenez peut-être qu'à l'automne j'avais eu l'occasion de récupérer cette bâche qui allait partir à la déchetterie et j'ai décidé de l'utiliser pour tester de bâcher une parcelle et voir un petit peu ce que ça donnait au printemps. Donc là le moment est venu de regarder un petit peu ce qui se passe sous cette bâche. Il faut savoir que j'avais mis une énorme quantité de matière organique sous cette bâche, notamment des vieux pieds de tomates, des pieds de légumes arrachés, des herbes arrachées, etc. Il y avait vraiment beaucoup de matière organique et on voit bien là que tout a été absorbé, tout a disparu, tout a été mangé par la vie du sol. Et autre chose à noter, c'est que le sol sous cette bâche, malgré la longue période sans pluie qu'on a eue, est resté bien humide. Donc ça, j'en suis la première étonnée. Je pensais trouver un sol très sec et il se trouve que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc pour préparer cette planche qui sera réservée aux tomates, je viens installer mes tuteurs. Alors j'utilise ces tuteurs métalliques en forme de tire-bouchon. Je pense que vous les connaissez tous. Sachez que quand on les utilise individuellement, plantés un par un, je trouve qu'ils sont pas très pratiques, pas très stables. Une fois que les pieds de tomates ont les fruits et commencent à peser lourd, et du coup si vos tuteurs sont plantés un par un, ils ont tendance à pencher, voire même à finir par se casser la figure pour certains quand les pieds de tomates sont vraiment très lourds. Donc du coup j'ai trouvé cette astuce l'année dernière et j'ai vu que j'étais pas la seule à procéder de cette façon. Je les plante par 4 en fait et après je les attache entre eux au sommet pour former un genre de tipi, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. Et l'année dernière je les avais utilisés également pour tutorer des pois mange-tout et des concombres. Ça s'était très bien passé et avec les tomates c'est aussi beaucoup plus solide puisque ils ne risquent plus de se mettre à pencher voire tomber avec le poids des pieds de tomates quand ils sont couverts de fruits. Donc voilà, je fais ça et ensuite le moment venu, donc comme je vous le disais, dans ma région il faut attendre la mi-mai quand même avant de mettre les plantes frileuses au jardin, au potager en pleine terre, mais le moment venu je mettrai au pied de chaque tuteur un petit pied de tomate, voilà. Hop, donc comme je vous le disais, je les attache au sommet pour former un tipi, ce qui rend l'ensemble beaucoup plus stable. Ensuite, bien sûr, on ne va pas laisser le sol de cette parcelle à nu, ça serait dommage vu qu'il a été bien protégé et couvert pendant tout l'hiver, donc c'est le moment de ramener du paillage. En ce moment, avec le confinement, je sais pas trop où me procurer de la paille, il faudrait aller directement chez les agriculteurs, mais bon, je pense pas que ça compte comme un achat de première nécessité. Du coup, je prends ma tondeuse et je monte au terrain, à Terra Nova, et comme vous le voyez, là-bas, l'herbe a très bien poussé, donc je vais revenir avec plein de sacs remplis de tonte que je vais utiliser pour pailler cette parcelle. Et voilà, une fois que ça sera fait, ma parcelle sera prête à accueillir mes tomates le moment venu. Alors ensuite on se retrouve à Terra Nova où je vous ai montré dans le très rapide petit live de lundi dernier le potager médiéval 2.0. Donc là je voulais vous montrer quand même de quelle façon j'ai installé les carrés potagers qui me servent dans la création de ce potager médiéval. Donc je mets mon carré potager et au fond je viens mettre des morceaux de bois qui sont très pourris, qui sont déjà en décomposition. Alors je veux pas rentrer dans le débat enfouir ou ne pas enfouir la matière organique. De toute façon ici je pars du principe que c'est pas vraiment enfoui puisque bon la culture en carré potager se fait en fait hors sol, c'est au-dessus du sol que ça se passe, donc j'ai pas creusé un trou dans le sol pour y enterrer du bois. Donc je considère que le débat de toute façon ne concerne pas ce type de culture, il s'agit pas de creuser, de mettre du bois et de remettre la terre par-dessus. Ensuite, une fois que j'ai fait un lit de branches, enfin de morceaux de bois bien pourris, je viens y mettre de la matière organique. Alors ici c'est essentiellement des fougères sèches parce que c'est une matière que j'ai en abondance
sur ce terrain, mais j'alterne aussi avec des couches de tonte fraîche, hein, comme je vous l'ai montré juste avant. Je ne manque pas non plus de tonte fraîche. Il y a un peu plus de 2000 m² maintenant qui sont limite en prairie, donc à tondre, ça représente des grosses quantités. Donc j'alterne les couches de matière sèche et de matière verte, hein, fougère et puis tonte. Je tasse bien, voilà, donc j'hésite pas à y aller, à marcher dedans, hein. Donc c'est le principe tout simplement de la culture en lasagne, hein. Je mets une couche au fond de matière brune et puis j'alterne matière verte et matière brune, et par-dessus je viens rajouter un petit peu de terre de jardin, c'est ce qui était avant que j'ajoute le terreau, et je rajoute encore par-dessus une petite couche de terreau. Donc entre la terre de jardin et le terreau, il y a à peu près une épaisseur d'une dizaine de centimètres. J'ai rien inventé, hein. Je pense que vous connaissez tous ou presque le principe de la culture en lasagne. Tous mes carrés potagers, que ce soit au potager médiéval de Terra Nova ou au potager de la maison, ont été remplis de cette façon, et j'ai vraiment eu l'occasion de constater que ça pousse très très bien dans ces carrés. Donc voilà, c'est une méthode que j'aime bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système de la culture en lasagne, je vous mets une petite illustration, hein, c'est assez simple, il suffit d'alterner, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les couches de matière verte et de matière brune, et puis d'ajouter par-dessus une petite couche de terre de jardin, de terreau ou de compost, ou encore d'un mélange des trois, et ensuite on peut planter directement dedans, ça pousse très bien, ça produit une légère chaleur au début du fait de la décomposition des matières organiques qui sont en dessous, ce qui est favorable aux cultures gourmandes en chaleur, et ensuite ça forme une espèce de compost, hein, ça se composte naturellement mais avec des plantes qui poussent dedans. Donc moi c'est vraiment une technique que j'aime bien. Bon, je sais que d'autres n'aiment pas ce principe d'enterrer entre guillemets de la matière organique, mais encore une fois ici je considère qu'on n'enterre pas la matière organique, puisque la culture en lasagne se pratique hors sol, au-dessus du sol, donc il ne s'agit pas d'enterrer, hein, ça reste en milieu aérobie. Alors ici en l'occurrence c'est un carré potager, hein, de la méthode de culture en carré. Donc je remets les petites baguettes qui séparent les petits carrés à l'intérieur du grand carré, hein, si on veut. J'ai quelquefois des questions sur la culture du potager en carré, et c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je devrais, parce que malgré tout c'est quelque chose qui est très intéressant, et notamment pour les petits potagers ou pour les petits jardins. Ça permet d'avoir une assez grande diversité de légumes quand c'est bien géré, et surtout ça fonctionne très bien, et notamment quand les carrés sont remplis de cette façon là, avec cette technique de culture en lasagne qui, encore une fois, chez moi donne de très bons résultats. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un petit peu plus spécifiques sur le potager en carré. Je sais que ça m'a été demandé 2 ou 3 fois, mais je sais pas s'il y a un petit peu plus de personnes qui sont intéressées. On pourrait en parler éventuellement. Alors on m'a aussi demandé de parler des engrais verts. Je vous rappelle que les engrais verts, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets le lien quelque part sur la vidéo et dans la description comme d'habitude. Ici c'est le seigle que j'avais semé à l'automne à Terra Nova. Donc le but c'est tout simplement d'avoir des plantes qui poussent en permanence, de ne jamais laisser le sol nu, hein. Donc ça j'en parle dans la vidéo consacrée aux engrais verts. Mais on m'a demandé quand est-ce que j'allais le faucher, donc il sera fauché avant maturité. J'aurais aimé tenter une petite récolte, mais à la base c'est pas le but des engrais verts de faire une récolte, et moi de toute façon à Terra Nova j'ai toujours des fougères qui poussent partout, et là les fougères commencent à sortir dans le seigle, donc je vais le faucher de toute façon avant maturité. Et comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais tout simplement passer la tondeuse, hein, ça me permettra de récupérer encore une fois pas mal de matière organique pour pailler, et ensuite directement dedans je planterai mes courges et d'autres légumes d'été. Pour finir avec cette petite vidéo un peu fourre-tout, hein, on parle un peu de tout, je vais répondre aux questions un peu sur les ruches. Alors on me pose beaucoup de questions sur les ruches, comment elles vont, où est-ce qu'on en est, etc. J'ai pas encore eu le temps de vous préparer la vidéo pour faire le point au sujet des ruches, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, avec le confinement c'est un peu compliqué, j'ai beaucoup de monde à la maison, enfin tous les enfants sont à la maison et tout le temps, et du coup c'est un peu compliqué de s'isoler pour pouvoir faire un montage vidéo, etc. Ce que vous voyez à l'image là, c'est une ruchette piège.
pièges. Donc je vous avais fait une vidéo aussi sur les pièges à essaims, hein, sur la façon de piéger un essaim naturel. Là cette ruchette elle a été positionnée à peu près 1 mètre de hauteur. En fait j'ai superposé 2 ruches pour pouvoir la poser assez en hauteur. Et ce que vous voyez, les abeilles que vous voyez, et ben c'est des éclaireuses en fait, parce que cette ruchette est vide, hein, il n'y a rien dedans, il y a des cadres, des vieux cadres dont l'odeur peut potentiellement attirer un essaim sauvage. Et là ce qu'on voit là c'est des éclaireuses. Alors ça a duré toute la journée et je vous cache pas que je m'attendais à voir débarquer un essaim. Donc là c'est en fin de journée, j'ai attendu jusqu'à la nuit tombée parce que jusqu'au dernier moment j'ai cru vraiment qu'un essaim allait rentrer dans la ruche tellement il y avait d'abeilles qui tournaient autour, mais ça ne s'est pas produit. Par contre ça continue hein, d'avoir des visites d'éclaireuses comme ça en permanence, donc je pense que on a peut-être une bonne chance de voir arriver un essaim sauvage tout seul dans cette ruchette piège. Voilà, donc sinon au niveau des autres ruches, eh ben, on a fait la visite de printemps sur celles qui ont passé l'hiver, donc ça c'est pareil, on va en reparler. Je sais, ça prend un petit peu de temps, c'est pas aussi efficace que d'habitude au niveau des vidéos, mais bon, on fait comme on peut, hein. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des informations intéressantes. J'ai essayé de répondre à des questions qui reviennent assez souvent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez d'autres ou si vous voulez que j'entre plus en détail dans un des points qu'on a abordés aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.